Merci de votre présence pour une nouvelle conférence en compagnie du juge Marc Trévidic. Nous allons échanger sur l'expertise de Monsieur Trévidic en tant qu'ancien juge antiterroriste, mais également de manière un peu plus générale sur son expérience du système judiciaire aujourd'hui. Mais avant toute chose, un peu de contexte. Monsieur Trévidic, vous êtes actuellement président de chambre à la Cour d'appel de Versailles, mais le grand public vous connaît mieux pour votre poste de juge d'instruction au pôle antiterrorisme au tribunal de grande instance de Paris entre 2006 et 2015. On pense notamment à vous pour l'affaire de l'attentat sur la personne du président rwandais Juvenal Habyarimana, déclencheur du génocide de 1994, ou encore sur le démantèlement de la filière d'Artiga en 2007, filière djihadiste dont est issu Mohamed Merah. Un travail lourd en responsabilité. Alors une question se pose. Quelles études pour obtenir ces postes? Eh bien, après un court passage par Sciences Po Paris, qui ne vous convient pas trop pluridisciplinaire, vous préférez vous concentrer sur le droit, vous enchaînez sur un DEA de droit privé à l'université Paris 5 Descartes et vous intégrez l'École nationale de la magistrature. De là, vous occuperez différents postes au sein du système judiciaire jusqu'à aujourd'hui. Enfin, malgré vos fonctions chronophages, vous possédez un goût de la littérature et aiguisez votre plume. En effet, vous partagez votre expertise sur la question terroriste à travers des livres, essais ou romans, tels que le roman du terrorisme, Alam et les fiancés du califat. Maintenant, avant de débuter notre conférence, voici un petit rappel sur son déroulement. Tout d'abord, Claudia et Malo poseront pendant 45 minutes des questions sur scène. Ce temps sur scène sera également l'occasion pour notre invité de réagir à des photos de personnalités à raison de 2 minutes par image. Puis, pendant 3/4 d'heure, un micro circulera dans la salle pour que vous puissiez poser vos questions. Nous sommes en tous les cas très heureux de vous accueillir parmi nous ce soir. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Marc Trévidic et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Je vais vous mettre sur le siège au fond. Super. Et là, il y a votre micro. Attends. Bonsoir, Monsieur Trévidic. Bonsoir, merci beaucoup de votre accueil. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, votre travail vous a amené à exercer des fonctions de juge d'instruction au parquet antiterroriste de 2006 à 2015. Dans une interview pour La Nouvelle République, vous définissez ce parquet comme celui où personne ne veut aller. Pourquoi le désignez-vous ainsi? Et pourquoi donc avoir choisi la spécialité antiterroriste? Alors, c'est peut-être un peu plus complexe que ça. Je ne sais pas le contexte exactement de l'interview. J'ai fait 2 passages à l'antiterrorisme. D'abord, comme procureur antiterroriste de 2000 à fin mars 2003. Et c'est à ce moment-là que personne ne voulait y aller. Et après, j'étais juge d'instruction antiterroriste de 2006 à fin août 2015. Quand je suis rentré au parquet antiterroriste en 2000, à l'époque, nous étions 4. Aujourd'hui, ils sont 26. On était 4 en 2000, avec des tonnes il y avait les Corses qui avaient une grosse activité terroriste, les Basques TA, c'était en plein boom, et les islamistes aussi. On finissait les dossiers de la campagne d'attentat de 95, avec Saint-Michel, Orsay, Maison-Blanche, tout ça à régler. Il y avait commencé à y avoir les filières Ben Laden. Donc c'était un endroit où les personnes ne voulaient pas aller, parce que quand vous entriez dans votre bureau, il y avait 300, 400 tomes de procédures, etc. Et c'est dans ce sens-là que je disais ça. Et en plus, le pire, c'est que là, une matière noble, c'était les Basques et les Corses. L'islam radical, c'était l'endroit où voilà, la matière que personne ne voulait traiter, personne entre guillemets quand même, mais dans la section parce que c'est beaucoup de travail et puis c'était un peu dévalorisé. Je me souviens de ma première audience comme procureur, donc à l'audience pour requérir contre un groupe du GIA. Et je me souviens d'un journal qui avait titré « Il voit des islamistes partout ». Bon, quelques mois après, il y avait le 11 septembre 2001. Déjà, j'étais plus tout seul à en voir partout, mais ça a été un peu un renversement de situation. Mais bon, on ne peut pas dire du tout que les sociétés européennes, tout de suite, aient compris la menace liée à l'islam radical et à ce qu'on appelait les filières Ben Laden au départ. Ça a été très progressif, donc ce n'était pas facile à assumer. Merci de votre réponse. Le métier de juge d'instruction a de fortes responsabilités. Ainsi, les décisions peuvent être d'autant plus difficiles. Quelle a été l'expérience la plus marquante de votre carrière? Alors,
L'expérience la plus marquante de ma carrière, ça va un peu vous surprendre, n'est pas, peut-être pas juge d'instruction antiterroriste, c'est une affaire que j'ai eue quand j'étais tout jeune, juge d'instruction à Péronne en Picardie, parce que je venais de débarquer, alors il faut replacer le contexte, hein, j'avais 25 ans, je ne sais pas si vous connaissez Péronne. Non, mais c'est très beau la Picardie, mais disons que le brouillard, les corbeaux à la sortie de l'autoroute, les champs de betteraves, une odeur très agréable au moment de la récolte. Et donc, c'était pas évident pour un jeune de 25 ans de se retrouver dans cette petite ville. Je prends mon poste de juge d'instruction, je suis seul aussi, donc j'ai pas un collègue qui va pouvoir me dire comment on fait, hein. Et c'est vrai que j'ai ma première affaire d'instruction, qui était une affaire de viol incestueux, je me suis planté. C'est-à-dire que j'ai mis en prison quelqu'un qui n'avait rien fait. Donc, par définition, ça vous marque si c'est votre première affaire et si en plus c'est une erreur. Alors, je mets un petit bémol quand même, puisque je me suis planté qu'à moitié. C'était une sœur qui accusait son frère de l'avoir violée. Il se trouve que son frère, comme elle avait porté plainte contre lui, en plus l'avait tabassé, quand même pas mal frappé, mais on dit mais parce que c'était sa réaction à lui un peu primaire sur des accusations qu'il estimait être fausses. La fille en question, qui avait 19 ans, me dit qu'en plus elle est enceinte. Le viol avait eu lieu 3-4 mois avant, etc. Bon. Évidemment, je lui demande, mais vous comptez, on est en 91, hein. Vous comptez avorter? On avait déjà au laboratoire de police scientifique de Lille, on faisait déjà de l'ADN. Alors c'était dans les balbutiements, il y avait Nantes qui en faisait beaucoup, il y en avait déjà à Lille. Elle me dit oui, tout à fait. Je lui dis surtout, vous avez une relation sexuelle avec personne d'autre que ce viol? Non, personne d'autre, personne d'autre. On me mordicus avec son avocat dans le bureau. Alors je me dis, bon là, elle dit la vérité, parce que franchement, donc elle nous autorise à venir pour récupérer l'embryon après l'avortement, pour l'amener au labo. On fait les comparaisons d'empreintes génétiques et c'était pas lui. Voilà, bon, on n'est pas aidé parfois. C'est-à-dire que ce que je veux dire aussi qu'on peut se tromper, mais parfois on n'est pas aidé. On a quand même quelqu'un qui me dit mordicus, oui, vous pouvez prendre, vous verrez. Et non. Alors, je la fais revenir. Et vous allez voir à quoi on est confronté quand on a 25 ans. Le fin mot de l'histoire, c'est que le labo m'avait prévenu, il y a des correspondants génétiques, c'est pas le frère, mais c'est pas loin. Et c'était son père, évidemment. Donc voilà, bienvenue au club, quoi. Donc ça vous met dans le bain tout de suite de ce que vous allez avoir pendant votre carrière. Et maintenant que je suis président d'une cour d'assises, ça n'arrête pas non plus. Voilà, alors ça c'est à titre personnel, mais maintenant, les affaires qui m'ont le plus marqué, les moments qui m'ont le plus marqué sont des moments qui, à cause de leur importance et leur difficulté à obtenir, hein. Et notamment, je me souviendrai toujours de mon arrivée au Rwanda avec mon équipe de 12 personnes pour l'expertise des débris de l'avion, dans une configuration qui n'était pas facile, il faut imaginer, hein. Bruguière, avant de partir, avait balancé les mandats d'arrêt sur tous les proches de Kagame. Il y avait des ruptures de relations diplomatiques. Il avait fallu les réinstaller pour pouvoir aller faire le boulot sur le terrain. Et donc, on a atterri, là, comme ça, alors je me souviens aussi toujours, le 11 septembre 2010. Le 11 septembre, c'est une bonne date pour aller enquêter sur un avion qui a scratché, finalement. Mais bon, ça, j'y pense maintenant. Mais c'est sans doute. Donc, il y a des grands moments comme ça. Des grands moments aussi, l'exhumation des têtes des moines de Tibérine, parce que c'est des moments forts et surtout parce que vous avez galéré pendant 3-4 ans pour arriver à ça, simplement à faire votre boulot. C'est une grande leçon, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que vous galérez souvent pour faire votre boulot normal, hein. L'attentat contre un avion, expertiser les restes de l'appareil, faire de la balistique, c'est le b.a.-ba. Une autopsie des têtes des moines dans une affaire criminelle, c'est le b.a.-ba. Oui, donc pour faire ce qui est indispensable à faire, c'est quand même parfois très compliqué dans ce monde-là. Eh bien, justement, nous avions une question plus spécifique sur le Rwanda. Donc, vous êtes penché sur l'assassinat du président rwandais Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994, qui a été l'élément déclencheur du génocide Tutsi. Votre prédécesseur, le juge Bruguière, avait jugé que le FPR, le Front patriotique rwandais, était responsable, alors qu'il ne s'est même pas rendu au Rwanda. Cette enquête a visiblement été bâclée. Selon vous, serait-ce pour des raisons politiques? Et si oui, quelles raisons politiques? Le dossier était entièrement politique. Bon,
la première chose à bien comprendre dans un dossier comme celui-là, c'est que vous n'êtes pas dans un, dans un domaine traditionnel et que les enjeux sont très importants pour les États en question. La France a soutenu le régime d'Habyarimana, clairement, et elle a continué à le soutenir alors que les ultra-Hutus préparaient le génocide. Parce que quand on dit que l'avion, c'est le déclencheur, oui, c'est le point de départ, mais un génocide, ça se prépare avant. Hein. L'hélice, radiomycoline, il ne faut pas rêver, c'était prévu depuis longtemps. Et d'ailleurs, dès que le 6 avril, l'avion a été abattu, ont été aussi tués le président de la plus haute juridiction, le vice-président. Enfin, il y a pas mal de gens qui ont été exécutés dans la foulée. Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que le Rwanda donc, a accusé la France de complicité de génocide, le régime de Kagame. Et le dossier judiciaire a été construit pour être un contrepoids à ça. Ça s'appelle instrumentaliser la justice, tout simplement. Et donc, on a fait venir des gens en France qui sont venus témoigner en disant « c'est le régime Kagame qui a battu l'avion, je faisais partie du commando ». Ces gens-là, bizarrement d'ailleurs, n'ont même pas été poursuivis, mis en examen, ils sont juste venus dire « c'est Kagame ». C'en est resté là et ça suffit pour balancer des mandats. J'ai appris en enquêtant d'ailleurs que c'est Baril qui avait ramené ces témoins, quand même dingue, c'est quand même Baril, c'est quand même quelqu'un qui était dans les écoutes de l'Élysée, la cellule de l'Élysée, qui a été impliqué dans les Irlandais de Vincennes, c'est-à-dire les mettre des armes, c'est des gens des nationalistes irlandais. On voit à peu près le schéma qui était donc complètement infréquentable. Et surtout, ça, voilà. Donc, en faisant cette enquête, je me suis dit, c'est pourri complètement. Et comment vous faites? Ce qui est intéressant, c'est comment vous faites quand c'est pourri. Eh bien, vous revenez aux fondamentaux en disant, bah, c'est très simple, écoutez, j'ai un avion qui a été abattu. Donc, je dois faire mon travail de juge d'instruction normal. Et dans toute affaire comme ça, on doit expertiser les restes de l'appareil, on doit faire de la balistique sur le terrain. C'est pas possible de faire autrement. Même quand un avion accidentellement se scratch, il y a au moins le bureau enquête accident qui va voir. La personne n'avait vu les débris de l'appareil et personne n'avait fait de la balistique sur le terrain pour voir si ce que disaient les témoins qui prétendaient faire partie des membres du commando était vrai ou pas. Parce qu'ils disaient, on a tiré la plaine de Masaka, donc il faut qu'on aille voir si c'est possible. Donc, en faisant votre travail de façon traditionnelle, d'abord, on ne peut rien vous dire, puisque vous dites, n'importe qui fait ça. C'est comme si un plombier venait dire, moi, j'ai changé le truc, mais donc j'ai mis un joint neuf. C'est normal. Donc là, vous retombez sur vos pieds, parce que vous replacez le système dans vraiment le fonctionnement normal de ce que doit être une enquête judiciaire, criminelle. Vous êtes à l'abri des critiques, et après, on voit les résultats. C'est tout. Mais pour faire ça, je vous assure, quand justement tout le monde a peur des résultats, alors apparemment, ce qui m'a rassuré, c'est que ce n'était pas le cas de Kagame, puisque sinon il ne m'aurait jamais laissé venir avec mes experts, qui étaient mes experts à moi, que j'avais pris, etc. Donc ça m'a dit, voilà. Mais c'est un dossier totalement pourri. C'est-à-dire que, bon, je ne peux même pas vous dire la moitié des choses pourries dans ce dossier. Mais moi, ça m'a blindé. Je me suis dit, bon, il y a vraiment, quand la politique se mêle du judiciaire dans des affaires vraiment sensibles, un danger de dérapage total de la justice. On a une indépendance qui est assez limitée. Et pour rebondir sur votre question, j'ai eu des dossiers aussi qui étaient gênants par moments où je n'avais plus d'enquêteurs à disposition. C'est-à-dire que quand je dis que la justice a un problème d'indépendance, c'est qu'elle ne gère pas les moyens qu'on lui donne. J'ai eu des dossiers où pendant 1 an et demi, 2 ans, le service enquêteur qui était saisi ne me donnait aucun enquêteur pour travailler sur ce dossier. Sur les 95% des autres dossiers, pas de problème. Je bossais avec les gens à l'époque de la DST, des CRI, des GSI, c'est la même chose. J'avais pas de problème. Mais sur ce dossier-là, désolé, on ne peut pas vous aider. Et voilà. Et on n'a pas du tout la maîtrise des effectifs. Par moment, l'État va être très intéressé sur un dossier qui n'a aucune importance pour nous. Je me souviens d'une cellule spéciale qui avait été créée parce que des personnalités recevaient des balles, des cartouches dans les enveloppes, y compris Sarkozy. Donc évidemment, alors là, branle-bas de combat. Donc on nous prend, on nous saigne les services d'enquête, on nous fait un groupe de 50 personnes pour un dossier complètement merdique. Et pendant ce temps, il y a des vraies menaces terroristes. Donc, il ne faut pas croire du tout que les effectifs qui sont donnés sont en proportion parfois de la menace réelle. Parfois, c'est purement politique, c'est une volonté politique. On l'avait vu avec Coupa et la SNCF aussi, où ils avaient mis pratiquement toute la section, la SDAT à l'époque, section antiterroriste de la PJ.
Et voilà, et c'est ça le plus surprenant, et c'est les limites de notre indépendance. Ça veut dire que parfois, il faut se débrouiller avec les moyens du bord tout seul. Alors, passons maintenant au moment clé de votre carrière. Alors, tout au long de celle-ci, vous avez vigoureusement alerté la société civile du danger terroriste, surtout lorsque vous avez quitté votre poste au parquet antiterroriste. Je vous cite, en 2015, nous savions tous que quelque chose allait se passer. Que saviez-vous alors de la menace d'attentat qui se dessinait? Ah bah, qu'on allait avoir le 13 novembre, hein, enfin, très concrètement. Et en fait, ce qui est presque surprenant, c'est que bien souvent, on me redit la même chose, effectivement. J'ai même fait un long article dans un journal quand je suis parti pour dire attention, ça va vraiment être sévère. Mais quand vous êtes en poste, que vous voyez que vous ne contrôlez plus rien. Moi, si vous voulez, j'ai quand même fait au parquet 3 ans et demi l'islam radical, j'ai fait 10 ans à l'instruction. Les filières, je les ai vues. Je suis arrivé en 2000, j'ai réglé les dossiers de Saint-Michel, alors c'est évidemment, donc c'est des années 90, vous voyez, donc j'ai une panel jusqu'à l'époque récente, j'ai vu exactement comment ça se passait, et j'ai connu des périodes chaudes, et c'est toujours, ça se présente toujours de la même façon. Vous avez un système qui est voué à la prévention, il ne faut pas l'oublier. Contrairement aux autres juges, un juge d'instruction antiterroriste, il participe au système de prévention dans le sens où il doit éviter un attentat. Arrêter les gens avant qu'ils passent à l'acte. Pour ça, on a cette infraction, l'association de malfaiteurs terroristes. On peut arrêter les gens avant que le crime soit commis, c'est ça que ça veut dire, concrètement, au moment des actes préparatoires. En ce sens, on est très proche du service de renseignement qui a le même but, prévenir. Vous voyez, c'est complètement différent. Comme je dis souvent, en droit commun, on arrive, il y a déjà le cadavre. Là, il faut arriver avant le cadavre, tout en prouvant qu'il allait y avoir un cadavre. C'est assez compliqué. Mais donc, on est dans ce système de prévention. Et on sait que si on est débordé, ce qu'on craint va arriver. Or, dans les périodes difficiles, on a à la fois une montée de la menace du nombre de personnes, du nombre de groupes qui veulent taper la France, et les effectifs à côté. S'il n'y a pas une correspondance, je dirais, suffisamment de personnes pour surveiller les objectifs, si on a vraiment un décalage qui est trop grand, on n'arrive à rien. Et vous avez ce qui s'est passé en 2014. Des gens partaient en Syrie, revenaient, repartaient, revenaient. On ne savait même pas qu'ils étaient partis, qu'ils étaient revenus. Et ça, vous le saviez. Pourquoi? Parce que vous interrogiez quelqu'un qui a été arrêté. Vous lui dites, mais t'es parti en Syrie comment? Ah, c'est 2 à Nîmes là, qui m'ont fait partir. Ils m'ont dit comment faire. On s'est retrouvés en Turquie, ils m'ont fait passer. Mais d'ailleurs, ils sont à Nîmes actuellement. Ah bon? Ouais, ils viennent recruter, ils repartent. Bon. Donc ça veut dire que par rapport au système qui fonctionnait avant, qui était que ce qu'on appelle tout ce qu'on avait fait dans le travail des filières afghanes, toutes les années où des Français allaient en Afghanistan, mais ça a été fait aussi pour la Tchétchénie, on a bossé sur plein de filières. Là, ça veut dire que ne sachant pas que les gens partent, on ne risque pas d'attendre leur retour. Donc on est aveugle, tout simplement. Une partie est connue, une grande partie n'est pas connue, et si cette partie n'est pas connue, elle n'est pas surveillée, et si elle n'est pas surveillée, elle va faire un attentat. Clair, net. Donc, on a fait ce qu'on pouvait, et arrivé à un certain stade de déliquescence de notre système mis en place, ou alors il aurait fallu surveiller 4000 personnes, alors qu'on était avec la capacité d'en surveiller 200 à la fois, il faut être clair. Vous savez donc qu'il va y avoir des attentats. Parce que ce que vous savez aussi, c'est que de façon récurrente, vous avez arrêté des gens qui préparaient des attentats, et c'est de plus en plus fréquent. Et on a des coups de chance. Et oui, dans le Thalys, c'est un coup de bol. Et oui, Glam qui se tire lui-même une balle dans le pied, c'est un coup de bol. Mais sinon, il y aurait pu y avoir des attentats réussis avant évidemment novembre 2015. Donc tous les facteurs tous les signaux étaient au rouge, et tout le monde le savait, en fait. Mais la différence, c'est qu'il y a du côté des politiques et du côté des patrons de la DGSI, il y a toujours cette idée de on ne va pas effrayer les Français, on ne va pas leur dire, etc. Bon, moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Je pense que clairement, il faut afficher les choses, il faut que les gens se méfient, qu'ils soient au courant. Et je sais que quand je suis parti, 15 août 2015, j'ai quelqu'un dans mon bureau qui me dit Abaoud m'a envoyé et on attend des consignes pour faire un concert de rock. Voilà. Moi, je suis désolé, mais les Français ont le droit de savoir qu'ils peuvent aller au concert de rock, il n'y a pas de problème, mais que c'est chaud
pour ce genre de choses. Voilà, et après chacun prend sa décision. Il ne s'agit pas d'effrayer les gens, mais quand on est vraiment complètement dépassé, c'est avoir l'honnêteté de leur dire qu'on ne va pas pouvoir assurer leur sécurité. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, et ce qui est choquant pour moi, c'est qu'à partir de novembre 2015, on a trouvé plein d'argent pour l'antiterrorisme. Plein d'argent. On a augmenté de 3000 les fonctionnaires de la DGSI. On est passé pour le parquet antiterroriste de 9, 10 à 26 aujourd'hui. À tel point que maintenant, ils n'ont plus de boulot. Il faut être clair. Donc, ce n'est pas du tout le système que moi, j'entrevoyais. Ils sont en chômage technique, il faut être clair. Et on a créé une grosse structure détachée du parquet de Paris de 26 personnes qui sont assez nombreux en période de crise. Mais quand il n'y a pas de crise, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Donc, on a trouvé plein d'argent. On a voulu montrer que vraiment on mettait le paquet, alors que ça faisait des années qu'on demandait d'avoir les moyens, qu'on sentait qu'on n'y arrivait plus. Je veux dire, il y a eu des périodes de crise où c'est passé, et puis là franchement, au moins à partir de 2012 et Mera, on sentait que ça montait. Donc voilà, mais c'est la France, on ne réagit que quand vraiment ça peut être dur, sinon il ne se passe rien avant. D'ailleurs, je voulais compléter, quand je dis moyens énormes, c'est que avant que beaucoup de Français partent en Syrie, avant que les politiques se rendent compte de l'ampleur du problème, on n'avait pas créé un seul centre de déradicalisation. Ces choses-là, tout le monde s'en foutait. Pas ceux qui bossaient, on leur disait attendez, il y a vraiment un prosélytisme massif en France, il y a un problème de radicalisation, mais ça n'intéressait personne. C'est-à-dire qu'on a commencé en 2014 à se dire ah oui, quand même, il faudrait peut-être voir, puis dans les maisons d'arrêt, il faudrait peut-être trouver des solutions, peut-être des quartiers spéciaux, parce que là, quand même, mais ça fait des années que tout le monde tire la sonnette d'alarme sur ça. C'est assez désespérant, très franchement. Merci pour ce témoignage. Nous allons maintenant passer à un nouveau temps de la conférence. Nous allons vous montrer différentes images de personnalités publiques et nous allons vous demander de réagir assez rapidement, environ 1 minute. Ça va être là. Donc, nous commençons directement avec le ministre de la Justice. Oula, ça fait peur, là. Vous ne l'avez pas en plus petit? Bon, alors, première chose. Il était assez pénible quand il était avocat aux assises. Je préfère garde des Sceaux. C'est pour dire. Non, mais c'est une pointe d'humour. Mais au moins, on l'a plus dans les prétoires, si vous voulez. C'est déjà pas mal. C'est quand même... Mais non, mais maintenant, je suis un peu dur. Mais en fait, il a une qualité, c'est qu'il ramène de l'argent actuellement. Il arrive à avoir de l'argent. Bon, alors, maintenant, ça se fait un peu de façon brouillonne, parce que moi... Qu'on nous dise maintenant il y a des recrutements massifs pour l'ENM, on va passer de 80 à 400 concours d'entrée. J'aime pas trop parce que ça fait baisser le niveau quand même de façon assez nette. Et que on nous explique même pas à l'école de la magistrature comment ils vont accueillir 400 personnes au lieu de 80. Donc c'est un peu flou, mais c'est dès cette année. Voilà, quelque chose de plus progressif aurait été pas mal. Mais bon, mais de toute façon, quels que soient les gardes des Sceaux et quelles que soient les réformes, elles ne vont pas en profondeur pour moi. Elles sont très largement insuffisantes par rapport à ce que je voudrais qu'on fasse de la justice. Mais c'est un autre souci, il y aura peut-être des questions là-dessus. Mais voilà, mais j'ai rien contre lui en particulier. Voilà, enfin, je me demande s'il sera jugé devant la Cour de justice de la République avant la fin du mandat de Macron, ou s'ils arriveront à jouer la montre jusqu'à 4 ans encore. C'est pas grave. Maintenant, les juges Falcone et Borsellino, qui se sont attaqués à la mafia sicilienne et qui ont été assassinés en 1992. Oui, voilà des gens qui étaient très courageux parce que la probabilité d'être assassiné était très élevée. C'est-à-dire que la mafia, c'est autre chose que nos groupes terroristes, il faut être clair. Ça va paraître un peu dur de dire ça parce que tout le monde a 13 novembre en tête, etc. Mais ce sont des groupes beaucoup plus structurés, organisés, implacables. C'est pas des rigolos. Nous, heureusement, on a beaucoup de rigolos, entre guillemets. C'est-à-dire des gens qui font mal le boulot. Voilà. Mais là, s'en prendre à la mafia, c'est une chance sur 2 d'y passer à l'époque. Les avocats de Salah Abdeslam, Olivia Ronen et Martin Vettès, qui ont plaidé l'année dernière.
Oui, oui, je sais, j'ai été cité comme témoin, donc j'ai eu des questions de leur part. Oui, ben, c'est tout l'honneur de la fonction d'avocat de défendre qui que ce soit. Et Salah Abdeslam avait tout à fait besoin d'être défendu, et c'est surtout à leur honneur d'avoir réussi à ce qu'ils veuillent bien s'exprimer, parler quand même à l'audience. Alors c'est jamais assez, etc. Mais enfin, il aurait pu être resté mutique comme il l'avait été pendant toute l'instruction. Moi, de manière générale, j'ai beaucoup d'admiration pour la fonction d'avocat. Je ne vais pas dire pour les avocats, il y a plein d'avocats que j'admire, et d'autres moins. Mais par contre, par rapport à la fonction de juge, je trouve beaucoup plus difficile d'être en contact direct et de clients, avec des clients en fait. Des gens très exigeants, que ce soit votre divorce, la garde des mômes, vos problèmes pénaux ou de voisinage, ont une exigence vis-à-vis de l'avocat et peuvent être très 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 fatigants. Et je ne parle pas des grands avocats pénalistes qui ont affaire parfois à des... Certes, ils peuvent bien gagner leur vie, mais à des gens très dangereux, qui ont des exigences aussi très particulières. Et on voit de temps en temps les avocats pénalistes se retrouver eux-mêmes dans des difficultés très grandes, avec des accusations portées contre eux. Il y a un procès actuellement sur ce sujet. La fonction de juge est plus facile parce que vous êtes quand même en retrait par rapport à l'avocat qui est en première ligne avec le justiciable. Et pour finir, le film Novembre, qui est sorti récemment. Bah, j'ai pas été le voir. Et ben on pourra pas avoir votre avis là-dessus. Non, j'ai pas été le voir. Voilà, je préfère des trucs un peu plus légers. Bon, on va reprendre les questions. Monsieur Trévidic, la France fait partie des pays européens qui a vu partir le plus grand nombre de jeunes hommes et femmes pour partir combattre en Irak et en Syrie, aux côtés de l'organisation islamique Daesh. Vous qui avez été confronté à des profils de radicalisés durant vos enquêtes, comment pouvez-vous l'expliquer ? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, je vais peut-être élargir un tout petit peu les choses par rapport à mon expérience. Dès la fin des années 90, je dirais 97-98, mais ça remontait sur les premières filières afghanes en 95, on a tout le temps été confronté, non pas à des Français ou des Belges, mais des groupes franco-belges. Les filières qui ont envoyé en Afghanistan, groupe franco-belge. Le groupe qui a tué le commandant Massoud, etc. Les papiers étaient volés en France, donnés par un groupe à un autre, etc. Et ça a été comme ça. On parle de Toulouse-Artigat, pareil, ils allaient en Belgique tous les 4 matins. C'est un peu la francophonie du djihad. Il n'y a pas de frontière entre la Belgique et la France pour les groupes salafistes. C'est les mêmes. Exactement. Et je suis sûr que si on regardait les chiffres des Belges qui sont partis, si on mélangeait, on aurait les deux, voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, ils ne sont pas tout à fait la même origine, mais la Belgique et la France partagent la même chose, qui est quand même des problèmes de société, des problèmes d'immigration musulmane, spécifique marocaine pour les Belges, nous beaucoup plus diversifiés, des gens qui manifestement n'ont pas été bien intégrés, et des gens qui en veulent à leur pays. Et ça, c'est important. Car il ne s'agit pas de savoir combien de personnes de votre pays partent rejoindre un groupe terroriste, mais il s'agit de savoir pourquoi, et est-ce qu'ils ont envie de revenir pour se venger. Et là, c'est là où il y a une inquiétude. C'est-à-dire que pour beaucoup de ceux qui sont partis rejoindre l'État islamique, notamment à Raqqa, ils sont partis avec la haine de la France. Je dis parce que j'en ai arrêté plein après, je les ai vus, et que ce soit avant ou après, il y avait ça derrière. Et donc, c'est pas pareil que de partir et puis au revoir. On en a connu aussi, j'en ai connu qui étaient partis au Yémen pour aller vivre leur vie. Voilà, bon, je veux dire, soutenir Al-Qaïda peut-être, mais sans vouloir revenir faire un attentat en France. Donc, bon, ils font ce qu'ils veulent, c'est un peu simpliste de dire ça. Là, la particularité, c'est ce mélange, le fait que beaucoup d'entre eux soient partis vraiment dans le but de rejoindre ce groupe, mais avec une arrière-pensée de frapper la France ou la Belgique. Et ça, c'était quelque chose de très particulier. Donc, ce n'est pas simplement le nombre. Alors, dans le lot, il y a aussi des exodes massifs de gens qui n'en voulaient pas fatalement à la France, mais qui partaient avec femmes, enfants, grands-parents pour faire l'hijra, l'hégire, carrément, pensant que voilà, il y avait un vrai pays qui appliquait l'islam, mais ils ont été la plupart du temps très déçus, eux. Bon,
Alors pourquoi ce nombre? On est au centre de l'Europe. On a des influences diverses. On a plusieurs générations de personnes issues d'immigration, mais en tout cas musulmans. Et on a aussi des années et des années de salafisme en France et de radicalisation non traitée. Ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai commencé en 2000, mais dès 2000, en maison d'arrêt, on voyait des gens, je me souviens des attentats de 95, Bourada, dès qu'il passait dans une maison d'arrêt, il en contaminait un paquet autour de lui. Il était expert. Il arrivait, vous mettez quatre même des catholiques convaincus, ils devenaient salafistes. Donc, alors quand même, au bout d'un moment, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, la solution d'administrateur, c'était de le prendre, de changer de maison d'arrêt souvent. Mais en fait, non, il polluait partout. Et après, ça a été l'isolement. L'isolement, au bout de 2 ans, sans voir personne, c'est pas... Voilà. Donc, si vous voulez, mais on ne proposait rien. Et en fait, on était confronté à soit les gens sont libres sous un contrôle judiciaire basique, sans rien derrière, soit ils sont en prison à polluer en maison d'arrêt. Et ça encore, c'est pour ceux qui avaient été repérés par la justice. Mais la radicalisation rampante qui s'est propagée en France a été phénoménale. Et nous, on s'en est rendu compte. Moi, je m'en suis rendu compte à cause de Merah. Pourquoi? Parce que quand Mohamed Merah a fait ce qu'on connaît, a tué des enfants, bon. Je prends ça parce que vous allez voir, c'est très symptomatique. On avait, sur tous les dossiers d'Islam Radical que j'avais plein d'écoutes téléphoniques et de sonorisation d'appartements en cours, y compris à Toulouse, etc. Et le nombre de personnes salafistes qui se félicitaient que Merah ait pu tirer la tête d'une petite fille était phénoménal. Et je parle dans de groupes plus larges. De la même façon, pour ceux qui partent rejoindre un groupe terroriste, bien sûr, le père va être entendu, il va venir, il va dire « Ah, mon fils, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, c'est plus mon fils. » Mais en fait, sur les écoutes, il est tout fier que son fils aille faire du djihad. Donc, il y a un double langage dans l'entourage de ça, dans le milieu salafiste globalement, où non, ils soutiennent en fait. Et voilà, ce qui explique aussi que tout d'un coup, il y a une espèce d'exode comme ça en Syrie, c'est qu'il y en a un qui va là-bas, et puis il appelle ses copains, parce que tous ceux qui gravitent autour de lui sont radicalisés, et puis ça fait tache d'huile. Il suffit qu'ils disent tu ne paies pas l'électricité, tu ne paies pas le gaz, tu es logé gratos, on me donne une paye, ce qui était vrai au départ. Et en plus, tu choisis les femmes que tu veux. Il y a une maison, il y en a plein, elles sont stockées, tu viens, tu déstockes. Les jeunes, là, ils y vont à fond. C'est la réalité du début. L'État islamique, quand ils ont pris notamment Mossoul, ils ont pillé les banques, ils ont vendu du pétrole avec les Turcs qui fermaient les yeux. Ils se sont fait un argent pas possible. Et donc, ils payaient les jeunes à venir, et ils les logeaient gratos, etc. C'est vrai, ça a été l'âge d'or pendant une petite période. Voilà, je n'ai pas d'autre explication que ça, mais ce qui est plus important par rapport au nombre qui part, c'est surtout dans quel état d'esprit ils partent. Et cette génération qui a rejoint l'État islamique, il y en avait beaucoup qui partaient avec la haine de la France, qui partaient pour être surpuissants, pour pouvoir prendre une calache et pouvoir tuer, pour se former et pour se venger. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Donc, Monsieur Trivedic, vous n'avez pas été que juge, vous êtes aussi écrivain. Et dans votre livre « Les fiancés du califat », vous décidez de centrer votre travail sur les femmes dans les organisations terroristes. Quel rôle singulier jouent-elles alors dans ces organisations? Alors, c'est assez passionnant l'évolution du rôle de la femme dans les groupes salafistes djihadistes, parce que j'ai vraiment vu cette évolution. On a connu des égéries assez vite. Malika El Harout, dont le premier mari a tué Massoud, et le deuxième, Moez Garsalaoui, c'est lui qui a formé Merah au Waziristan, belge d'ailleurs. Donc il y a eu quelques égéries comme ça, mais très peu. Les femmes, pendant longtemps, pendant l'âge d'or d'Al-Qaïda, elles étaient là pour faire la cuisine et puis pour élever les garçons à devenir des bons moudjahidines. Et c'était vraiment le but qui leur était assigné. Il faut savoir que l'islam radical ne permet pas la promiscuité homme-femme, donc hors de question qu'elles puissent aller combattre avec des hommes sur le terrain, c'est pas possible. D'abord, c'est pas très pratique de combattre avec hijab, niqab, etc. Déjà conduire, c'est un peu dangereux, mais alors là, une calache et un niqab, c'est à déconseiller. Mais bon, donc pas possible.
Et par contre, eh ben, il y a ce côté un peu de plus en plus jeune, le côté romantique du djihad, etc. Les jeunes femmes radicalisées ont une aspiration à avoir une participation active. Dans les premiers temps, les premiers dossiers que j'ai vus, elles étaient actives sur Internet. Elles géraient des sites Internet, donc voilà. Elles s'occupaient de messagerie privée. Elles envoyaient des mandats Western Union à leur époux, etc. Donc, elles avaient ce rôle important. Et puis, c'est vrai que la dernière génération, on a vu vraiment des jeunes femmes qui voulaient vraiment se poser sur Facebook avec une calache en plastique avant de partir, qui voulaient vraiment combattre, voilà, et dans le chemin de la caravane, comme on dit. Et évidemment, elles ont été très déçues par rapport au sort qui leur a été appliqué, mais une volonté d'égalité homme-femme, quoi. Ça peut paraître ridicule. Voilà, elles voulaient à tout prix combattre pour des gens dont le seul rêve, c'est de les voiler et de les cantonner à un rôle archaïque. Mais c'est comme ça, bizarrement. Donc, on les a vues de plus en plus actives. Avant ça, on avait déjà eu une utilisation de la femme par les groupes salafistes sur le terrain. Avec Al-Qaïda en Irak, les premières filières irakiennes, en 2002, on a eu des jeunes femmes qui sont mortes lors d'attentats suicides. Muriel de Gauque, une Belge, là encore, et s'est fait exploser. Il y en a eu d'autres. Parce que là, il n'y a pas de combat avec promiscuité avec l'homme, elle est toute seule, et puis on l'envoie se faire exploser. Bon, limite. On a eu des groupes de femmes, ça a été assez réduit. Ça a existé en Somalie, bizarrement. Et puis donc, on a eu aussi des groupes de femmes en France. Peu, mais on a quand même ce groupe des 4 qui avaient des bonbonnes de gaz près de Notre-Dame. Et donc, voilà, pas de promiscuité puisque c'est un groupe entièrement de femmes. Mais ça s'est ouvert très, très progressivement. On sait ce que c'est qu'un salafiste djihadiste. Il a une vision quand même de la femme et du rôle de la femme, pas vraiment de combattante. Hein. Voilà, mais il y a eu une certaine poussée. Et c'est aussi parce qu'on est passé d'Al-Qaïda à l'État islamique. Il faut comprendre qu'Al-Qaïda était très traditionnaliste, avec des principes très clairs. On ne prend pas n'importe qui. Très élitiste, surtout. Déjà pour les hommes, pour rejoindre Al-Qaïda, en 2000-2001, eh ben, il fallait passer par Londres, Baker Street, Finsbury Park, où vraiment on essayait de voir ce que vous valiez. Vous étiez... Après, vous alliez faire un entraînement pendant 1 an et demi dans des camps en Afghanistan. Et après, on vous rebalançait comme espèce d'agent dormant. Mais c'était hyper sélectif. L'État islamique a accueilli tout le monde et n'importe qui. Des mineurs et donc des femmes et des hommes. Ils ont ouvert complètement les vannes. Et ce qui explique aussi que des jeunes femmes ont pu y aller. C'était pas possible, à part être mariée avec un djihadiste et venir avec, c'était pas possible de rejoindre notamment la zone pakistano-afghane à l'époque d'Al-Qaïda. Les groupes étaient quand même très différents. Dans un même registre, de nombreuses femmes et enfants de djihadistes retenus en Syrie ont été rapatriés au cours de ces dernières années. Que prévoit la justice pour être certain de leur non-radicalisation? Ne représente-t-il pas une menace? Emmanuel Macron s'était à ce titre opposé à leur retour, car jugé trop dangereux pour la sécurité des Français. Alors, depuis le départ, moi j'étais évidemment pour le rapatriement des enfants qui étaient là-bas. Enfin, je n'arrive même pas à comprendre comment on a pu, pendant des années, cautionner un truc aussi horrible. Très franchement. Hein. D'abord, ils y sont pour rien. On avait vraiment affaire à la plupart de ces membres sont en très bas âge. C'est dit à l'âge de leurs parents. Ils n'étaient pas vieux. Même des nourrissons parfois. Ils sont partis avec leurs parents. Le père a été tué généralement. La mère a été plus facilement fait prisonnière et des Kurdes. Elles se sont retrouvées avec leurs enfants. Sur ces enfants, une partie d'ailleurs avait été enlevée par l'un des 2 parents, parce que ça n'a pas toujours été, etc. Avait de la famille en France, des grands-parents, même pas musulmans, même pas salafistes, pas radicalisés, que dalle.
C'était des traumatisés de guerre parce que c'est des enfants qui ont vécu des atrocités à 3, 4 ans, 5 ans, etc. Mais comment vous faites avaler le fait qu'il y a un risque de radicalisation d'un môme de 5 ans, par exemple? Mais à qui on peut faire avaler ce genre de cinéma? C'est n'importe quoi. C'était simplement, on n'a pas voulu gérer ça du tout, on ne voulait pas en entendre parler, pourquoi s'embêter, et puis voilà. Alors qu'on se pose la question pour un môme de 12 ans, 10 ans, est-ce que vraiment déjà on a pu bien lui bourrer le mou, voilà, mais c'est incroyable. Donc on a laissé des jeunes Français qui étaient victimes de guerre, tout simplement, et on les a traités comme des terroristes, à 6 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin c'est ridicule. Et par moments, je suis estomaqué de cette espèce de facilité avec laquelle on a fait gommer n'importe quoi sous prétexte que la France, les Français étaient choqués par novembre 2015. Bon. Maintenant, il y a la gestion des femmes. Les mères en question, qui, elles, ont eu des activités éventuellement terroristes, oui, elles sont français. On les fait revenir en France pour les juger. Il y a quelque chose aussi d'assez étonnant dans les réflexes actuels. Ça a été, les autres pays européens ont récupéré leurs nationaux en grande partie, beaucoup plus vite que nous. C'est au nom de quoi je sais pas, on les a embauchés comme gardiens de prison, les Kurdes, juste. Mais on leur demandait quoi? De garder ces gens-là, de faire gardien de prison à la place de nous? Ils sont français, chacun récupère, entre guillemets, sa merde. C'est pas en essayant de la filer aux voisins. Et nous, la France, on a été spécialiste parce que dès le départ, souvenez-vous des débats après novembre 2015, ça a été déjà le débat des binationaux. Alors c'était, on va leur retirer la société française, comme ça ils ne seront plus que marocains ou algériens, et puis on les rendra aux marocains et algériens. Ouais, ok. Et pourquoi ils ne feraient pas pareil tiens, si j'étais au Maroc, j'enlèverais la société marocaine pour qu'ils soient que français. Non, mais c'est du ping-pong, ça n'a aucun sens. Chacun doit gérer ses nationaux, c'est important dans la lutte antiterroriste. C'est ça qui permet aussi de lancer les mandats d'arrêt internationaux, parce qu'il a la nationalité de notre pays, sinon on n'est pas compétent. Hein, donc c'est vraiment... c'est assez curieux. Ce réflexe là, je ne veux pas en entendre parler, c'est pas mon problème. Bon, le devoir de protection de la France envers des jeunes mineurs français était évident. Et puis surtout, effectivement, c'est des jeunes qui méritent, qui doivent être encadrés, qui doivent être sortis de leur système. Et puis deuxièmement, quelque chose de très important, si vous laissez des enfants dans des camps insalubres avec leur maman salafiste plus, vous allez en faire quoi à part des bombes à retardement, des menaces pour la France? Parce que là, je parlais de haine, mais bonjour. Parce que si de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 12-13 ans, j'ai vécu dans un camp à crever à petit feu avec une mère qui dit « tu vois la France, gna gna », je risque d'être quelqu'un de dangereux, effectivement, dès que j'aurai la force d'aller faire du mal. Donc, c'est même pas pour la sécurité de la France, c'est même un calcul complètement absurde. Voilà. Troisièmement, les évasions. Il y a eu des évasions massives. Ça a été déjà le cas dans des prisons en Irak, etc. Donc, il vaut mieux que nous, on récupère les femmes en question, comme les hommes d'ailleurs, parce que maintenant, on les a tous récupérés, mais ce n'était pas le cas au début, pour éviter. Pareil, moi, je me souviens très bien, je cherchais Peter Sherif, qui est un terroriste français très, très renommé. Il était en prison en Irak, je voulais le récupérer. Oh bah non, bon, pourquoi il est très bien là-bas? Bah oui, mais il s'est évadé, quoi. Évidemment, parce que c'est des zones de non-droit, c'est très difficile, c'est des zones de guerre, et il y a des groupes djihadistes là-bas qui vont récupérer, il s'est évadé avec 1500 autres personnes à l'époque. Mais oui, mais non, on ne contrôle pas. Moi, je préfère un système où on contrôle qu'un système où, voilà, on fait... Ça, c'est la politique de l'autruche, c'est mettre la poussière sous le tapis, c'est pas digne de la politique. Et donc, et en plus, c'est humainement dégueulasse de dire qu'un gamin de 3 ans est une menace pour la France. Voilà. Donc, je suis très content que ça s'arrange un peu. Je félicite Maître Dosé, qui est une super avocate, qui est une très grande avocate et qui s'est occupée de ça, qui s'est mobilisée pour faire condamner la France, en fait, et nous obliger à rapatrier les mômes. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de cette conférence et nous aimerions aborder un peu le sujet de la justice française en général. Adèle Haenel s'exprime en ces mots en parlant de la justice. La justice nous ignore, on ignore la justice, suite à son refus de porter plainte concernant des affaires d'attouchement sexuel. N'avez-vous pas peur de voir de plus en plus de citoyens s'écarter de la justice et refuser de porter plainte en raison de la longueur des procédures ou de la mauvaise prise en charge de certaines victimes? Mais de toute façon, l'état de la justice est déplorable, c'est sûr. Mais attention quand même, c'est-à-dire que on a
ces dernières années, un discours qui a été de dire, pour tout ce qui est sexuel d'ailleurs, libération de la parole, porter plainte, plus de prescription, etc. On peut que je vais dire bravo à ça. Mais derrière, concrètement, quand vous êtes juge, je vais vous dire en quoi ça se transforme. 30 à 40% de plaintes de plus, à peu près. Des services spécialisés qui sont débordés parce que, si vous voulez, quand on leur demande à la fois de faire une enquête efficace sur les viols qui viennent de se commettre, mais aussi d'enquêter sur un viol d'il y a 30 ans, 35 ans, ça pose un petit problème. Et puis surtout, donc des effectifs qui sont mis pour des affaires qui, la plupart du temps, ne vont pas aboutir. Simplement parce qu'il n'y aura pas de preuves, il n'y aura pas de moyens. Ça sert à ça, la prescription. On a oublié ce fondement-là. Donc il y a un droit qui est réclamé, qu'on comprend très bien humainement, mais c'est toujours pareil. À partir du moment où on dit ça, on va prendre vos plaintes facilement, vous pouvez même faire sur Internet, etc. Bon. On va décevoir les victimes, car on ne va pas leur donner une enquête derrière de qualité. Non, ça n'existe pas, parce qu'on n'a pas mis des moyens en plus. Donc c'est toujours ce même problème, si vous voulez, fondamentalement. Là, c'est le cas pour les violences conjugales aujourd'hui. Tous les tribunaux sont complètement débordés par les plaintes de violences conjugales, par les demandes, par les circulaires, les décrets. Il faut équiper tout le monde d'un bracelet, de ceci, cela, mais vous imaginez pas. Donc attention, il y a un discours politique. Comme il n'y a pas les moyens mis derrière, on va vers de la déception. Et donc des gens qui disent, bah, ça sert à rien. On m'a dit que je pouvais déposer plainte. Oui, j'y vais facilement, puis après, il ne se passe rien. Oui, madame, tout à fait. Voilà. Et ça, c'est clair que ça pose un énorme problème. On ouvre les vannes, mais on n'assure pas le service après-vente derrière. Dernière question, avant de passer aux questions du public. Votre passion pour le droit vous a conduit à abandonner vos études à Sciences Po Paris pour poursuivre en licence de droit uniquement. Dans cette IEP, plusieurs se destinent à la magistrature. Que leur conseillerez-vous dans leurs études, comme dans leur début de vie professionnelle ? Alors, d'abord, c'est très bien que des personnes qui viennent de Sciences Po veuillent passer le concours. Moi, j'en avais déjà connu pas mal quand j'ai passé le concours qui venaient de Sciences Po, et ça a toujours ouvert un peu les vannes, et surtout pointer du doigt le fait qu'un bon magistrat n'est pas qu'un juriste, loin de là. Donc, bien sûr, il faut être un peu technicien, être un peu juriste, mais il faut surtout cultiver, essayer de comprendre pourquoi on veut être juge. Ça peut paraître bizarre, mais parce qu'une fois qu'on y est, qu'on est, voilà, qu'on est dans le guidon, on sait plus si on ne sait pas vraiment pourquoi on est là, on va faire son boulot, on va abattre les stocks, et on va se retrouver face à quelque chose qui finalement ne va pas nous satisfaire. Il faut que vous sachiez, si vous voulez entrer dans la magistrature, pour quelles raisons vous voulez être juge. Je crois que c'est très important. Ce n'est pas un boulot comme un autre. C'est un boulot où il faut être motivé, il faut savoir ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Sinon, on ne tient pas très longtemps dans ça, ou alors on devient un juge caricatural qui abat des trucs, mais sans motivation particulière, qui rend une justice, je ne vais pas dire à nouveau le même gros mot que tout à l'heure, mais voilà, ça c'est important. Et voilà, posez-vous la question, pour quelles raisons je veux être juge, qu'est-ce que j'attends de ce métier, qu'est-ce que je peux apporter en étant juge, comment je vois les choses. Ça se paraît important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Trévidic. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup, Monsieur Trévidic, pour vos réponses. On va maintenant passer aux questions de la salle. Donc, je vous laisse lever la main. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question par rapport donc aux prisonniers terroristes, parce qu'on est dans une situation en France où toutes les prisons sont surpeuplées. Est-ce que vous avez pas des propositions, mais des idées par rapport à ça? Comment est-ce que la France pourrait gérer ça et avoir un emprisonnement correct, disons, pour les terroristes à proposer? Alors, d'abord, il y a des quartiers maintenant, comme vous savez, des quartiers voués aux détenus radicalisés, etc. Bon, en fait, on a essayé deux choses différentes. On a eu d'abord l'idée d'isoler complètement les gens qui en tout cas, qui font du prosélytisme. Et on a eu l'idée, au contraire, de les dispatcher. Voilà. On a eu l'expérience de Fresnes où, à un moment donné, ils se sont dit, non, au contraire, on va les mettre tous ensemble. Puisque ça évitera qu'ils polluent les détenus de droit commun. Rien n'était satisfaisant. Quand il y a eu l'expérience de Fresnes de les mettre tous ensemble,
tous les juges d'instruction antiterroristes étaient contre. Ça n'a pas empêché qu'ils l'ont fait quand même. Et ça a été un désastre. Pourquoi ? Parce que vous mettez des gens qui ont l'étiquette mise en examen pour terrorisme, vous les mettez tous ensemble. Là, ils peuvent être entre eux, ils peuvent plus se contaminer, soi-disant. C'est complètement faux. Dans les gens qui sont poursuivis pour terrorisme, il y a des niveaux de radicalisation très divers. Il y a le petit jeune qui a voulu rejoindre l'État islamique plus par mode qu'autre chose, qui n'est même pas radicalisé. Donc, vous les mettez avec des salafistes djihadistes convaincus, ils vont finir le boulot, c'est tout. Hein. En plus, ça va être des carnets d'adresses, ils vont s'échanger leur numéro de téléphone à la sortie. On va créer des liens entre tous ces gens-là. Donc, ça a été un désastre. Effectivement, les mélanger dans la population carcérale a été un désastre aussi, puisqu'ils ont fait du prosélytisme. Je ne vois qu'un système à 3 étages. Il y a un système de droit commun de gens pas radicalisés. Il y a un système, après, d'isoler ceux qui font vraiment du prosélytisme. Mais comme c'est pas vivable longtemps, pour des raisons humaines, hein, il faut bien savoir que les isoler, il faut faire en sorte qu'ils aient des activités, qu'ils puissent voir leurs proches. On a toujours, je ne sais pas si c'est côté français, hein, mais on met quelqu'un à l'isolement parce qu'on ne veut pas qu'il contamine des détenus de droit commun. Et du coup, il n'a plus de permis de visite, il n'a plus d'activité, plus de sport, Mais non, on peut créer un système, il faut s'en donner les moyens, hein, où il puisse avoir une vie normale quand même, avoir accès à plein de trucs, y compris des visites de son entourage, y compris du sport, des choses comme ça, sans être en contact avec la population droit commun. Non, c'est vraiment un truc à 3 étages. Mais ça ne se fait pas parce que même dans les quartiers là, d'évaluation de la radicalisation, on regroupe, on n'a pas les locaux qui permettraient vraiment de faire un système où ils sont isolés sans être coupés complètement un truc où ils pourraient quand même bosser, faire des études, voir leurs proches, ces choses-là. Voilà, je n'ai pas de système idéal. Je dis simplement, à un moment donné, il faut quand même mettre un peu d'argent sur la table. Aujourd'hui, on a 80 000 détenus. On est en Europe dans les tout premiers au nombre de détenus en France. Et voilà, hein, on a un vrai problème en France. Hein. On dit souvent en Allemagne, 2 fois moins de détenus, mais aussi 2 fois moins d'infractions. Hein. Donc, on a un problème en France très clairement. On ne veut pas vraiment mettre des moyens très importants. Hein. C'est toujours un peu saupoudré sur ce sujet-là. Et maintenant, j'aurais tendance à vous dire que la détention c'est pas que ça le problème. Il y a des gens qui sortent. Qu'est-ce qui se passe quand ils sortent ? C'est comme un toxico. S'il se retrouve en bas de chez lui, il y a des gens qui vendent de l'héroïne et qui viennent sortir de prison, il risque de replonger plus facilement. Un jeune qui sort de prison et qui se retrouve dans un milieu salafiste djihadiste comme avant, sera servi à rien qu'on fasse un quartier spécial d'éradication, etc., si c'est pour qu'il tout de suite il se retrouve dans le même contexte qu'avant. Donc c'est très compliqué. On ne peut pas faire hermétique. Il n'y a pas la prison et dehors. Il y a des gens qui sont en prison pendant un moment, qui ont vocation à retourner dehors. Donc il faut se traiter la radicalisation dehors comme dedans, parce que sinon c'est un cercle vicieux. Bonjour monsieur, merci de votre intervention. Au vu de votre travail sur le Rwanda, on a la chance ici à l'IEP de travailler en profondeur ici en 2e année sur ce sujet. Et j'aimerais savoir quel est votre avis sur, disons, le processus en cours sur la traque des génocidaires qui sont présents en France. Où en est les instructions, où en sont un petit peu la dynamique vis-à-vis de ça? Est-ce qu'on piétine toujours, ou quelles sont un petit peu les dernières avancées vis-à-vis de... Je ne sais pas quelles sont les dernières avancées. Dans le parquet national antiterroriste, il y a donc une section qui s'occupe des crimes contre l'humanité. Sur les 26, ils sont 5 à spécifiquement traiter les problèmes de génocide. Donc, pour ce qui est de la France, principalement aujourd'hui, les dossiers rwandais. Mais maintenant, on sait très bien que des Rwandais génocidaires ou suspectés de génocide, il n'y en a pas qu'en France. Hein. Il y a différents pays européens, il y en a beaucoup en Belgique, mais il y en a au Canada, il y en a à différents endroits. C'est quelque chose qui est plus complexe que simplement la France, même si on avait ramené pas mal dans nos bagages, hein, clairement. On a quand même un pôle spécialisé qui traite ça. Maintenant, je pense qu'on a pris tellement de distance pendant des années, on a eu tellement de difficultés
c'est même pas la question. Il n'y a eu aucune collaboration possible avec le Rwanda sur ces dossiers-là. Or, beaucoup d'éléments de preuve qui concernent certaines personnes qui sont en Europe, on peut les obtenir au Rwanda par rapport aux détenus qu'ils ont là-bas, qui ont été arrêtés, etc. À Arusha aussi, évidemment. Donc, c'est aussi une grosse volonté de collaboration, là où c'est possible, pour avoir des éléments de preuve, parce qu'il ne s'agit pas simplement de vaguement. Hein, et c'est quand même utile de savoir ce que peut dire telle ou telle personne sur poursuivi extremis hutu sur le rôle de tel ou tel subordonné à un moment donné. Voilà, mais j'ai pas plus d'éléments que ça. Hein. Je veux dire, je pense que petit à petit, ça va passer de mode. Hein. C'est horrible à dire, mais il y a eu un moment un peu de pointe où on a voulu lancer tout ça et puis essayer de poursuivre ces éléments-là. Mais bon, maintenant, il faudra peut-être élargir le débat. On sait très bien qu'il y a les génocidaires, il y a les crimes de guerre, il y a plein de choses, qu'il y a aussi des choses horribles qui ont été faites par des gens du régime syrien, hein, très concrètement, et puis d'autres régimes dans le monde. Je me souviens toujours quand des gens de là étaient venus, parce qu'à un moment donné, ils avaient eu l'idée assez incroyable de vouloir poursuivre contre crimes de l'humanité des gens de l'État islamique. Ah bon? Donc, il y avait même eu un projet de créer un tribunal pénal international spécial pour la Syrie, hein, comme on l'avait fait pour le Rwanda, comme on avait fait pour le Liban, etc. Sauf que quand ils sont venus, c'était assez étonnant, puisque je leur dis, mais attendez, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas donner mandat, si vous créez ce truc-là, vous n'avez pas donné mandat d'enquêter que sur l'État islamique. Normalement, un mandat qui serait donné à un tribunal pénal international, c'est pour savoir s'il y a eu des crimes contre l'humanité commis sur une zone géographique pendant telle période. On ne désigne pas le coupable à l'avance. Et donc, on sait que votre truc, c'est du foin, parce que ça voudrait dire qu'on puisse poursuivre le régime syrien. Et que donc, les alliés du régime syrien acceptent. Avec leur droit de veto, c'est... Voilà. Donc, de toute façon, il y a toujours une hypocrisie là-dedans. Moi, je suis très... Voilà, jusqu'à présent, j'ai toujours vu fonctionner les poursuites contre le génocide contre le perdant, jamais contre le gagnant. Et on l'a vu avec la Cour pénale internationale, ils ont réussi à condamner 7-8 chefs d'État africains qui avaient perdu, qui n'étaient pas pires que ceux qui avaient pris le pouvoir à leur place. Donc je suis un peu perplexe là-dessus. Mais bon, je sais pas, les moyens actuels qui sont donnés pour ce genre de choses. J'ai peur que ça passe de mode, si vous voulez. Il y a eu une poussée pour poursuivre, pour poursuivre les génocidaires rwandais, et puis j'ai peur que ça s'essouffle un tout petit peu. Mais je ne peux pas vous répondre plus sur actuellement ce qui est prévu. En tout cas, il y a une section au Parquet national antiterroriste qui fait que ça. Non, ça n'a pas vraiment répondu. Oui, merci. Ah oui. Bonjour Monsieur Trévidic. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur votre quotidien, surtout le quotidien que vous aviez quand vous étiez juge au parquet antiterroriste. Si par exemple les répercussions que ça aurait pu avoir sur votre vie personnelle, si vous avez bénéficié d'une protection policière ou d'autres mesures. Ouais, j'ai eu 10 ans de garde du corps. Alors, c'était 2 équipes de 2, en fait, qui tournaient une semaine sur 2. L'avantage, c'est que c'était parfois renforcé quand j'allais à l'étranger dans certains pays. Mais la base en France, c'était 2 équipes de 2. Et là, c'est vraiment de la protection, donc avec la vie qui va avec. Avec des trucs très cool, hein. On n'a pas besoin de se garer. Bon, mais voilà. Puis si on va quelque part, on va, généralement, ils préparent le terrain. Vous allez voir un concert, ils vont aller voir le producteur avant, et puis etc. Et puis bon, ça permet certains avantages. Par contre, c'est lourd. Ça change directement votre vie. Je me souviens que sur l'île de la Cité, vous savez, avant, je sortais, j'allais faire les boutiques, voir les disques, etc. Bon, là, vous êtes tendance à plus sortir, en fait. Vous restez parce que manger un sandwich, parce que sortir, c'est sortir avec ces 2 gardes du corps qui sont là, marcher dans les rues. Enfin, c'est pas bon. C'est un peu gênant. En plus, je vais aller plus loin dans ce que je vais vous dire, mais attention, vous ne le répétez pas. Vous le répétez pas. Mais vous allez voir, l'État français, oh là là.
J'ai vraiment eu des amis. Les 2 premières équipes que j'ai eues, on a créé des liens très forts. À un moment donné, et d'ailleurs, ils n'étaient pas contents. Alors, j'étais en plein bisbille sur certains dossiers, bon, Karachi, l'Algérie, etc., avec le régime qui était en place, enfin, grosso modo, l'équipe Sarkozy, hein, pour être clair. Et tout d'un coup, j'apprends qu'on me change mes gardes du corps. Donc, voilà, de 2006 à... J'avais, puis tout d'un coup, pof, et qu'ils ne sont pas d'accord. Et là, bon, bah, ce qui se passe, c'est que ce qu'on me met, et ben, j'ai senti tout de suite qu'ils étaient peut-être là pour me protéger, mais peut-être un tout petit peu pour savoir ce que je faisais, m'espionner littéralement. Bon, donc passons. Donc j'ai gueulé. On a fini par me rendre mes équipes habituelles. Non, mais bon. Non, mais, donc, vous voyez la problématique au bout d'un moment de ce genre de choses. Bon, alors voilà, après, parce que vous créez des liens très forts, d'abord ils prennent des risques, ils vont à l'étranger, par exemple au Rwanda, au Burundi, enfin tout ce que j'ai pu faire au Liban un paquet de fois. Bon, malheureusement, mon chef d'équipe, qui était Franck Brassolaro, est parti pour aller protéger Charb, et puis il s'est fait flinguer. Donc ça fait partie comme quoi c'est le mec qui avait bourlingué partout. Et puis il est plus dangereux, on est allé au Yémen 2 fois ensemble. Et après, bon, il en avait marre un peu de voyager. Donc il me dit, Marc, voilà. Maintenant j'ai une petite fille d'1 an et demi. J'ai envie de me un peu arrêter. Donc il va protéger Charb et il se fait tuer en janvier 2015. Comme quoi, si vous voulez... Bon, il n'y a pas de... Donc ça vous change la vie vraiment, la protection. Vous êtes comme un peu inquiet pour votre famille, hein, de temps en temps. Mais mon pire problème que j'ai eu, c'est quand j'ai quitté l'antiterrorisme en 2016, parce que là, j'ai des vraies menaces, parce que dès que j'ai quitté l'antiterrorisme, j'ai plus eu de garde du corps, par contre. Alors, c'est pas parce que fin août 2015, j'avais quand même eu un bon paquet des Français partis en Syrie dans mon bureau à un moment ou à un autre. Mais alors, l'État français, boum. Alors là où n'importe quel secrétaire d'État ou secrétaire garde ses gardes du corps, parce que, en fait, je vais vous dire, le service de protection des hautes personnalités, la vérité, c'est que 90% sont utilisés par l'État français comme du personnel de confort, chauffeurs, etc., personnel de standing. Et les autres sont vraiment là pour faire de la protection de gens qui ont des problèmes. Mais du coup, ils sont peu nombreux. Hein. Donc, vous vous retrouvez. Moi, je sais, quand j'ai commencé ma protection, je vais vous dire, c'est incroyable. J'avais dans les 4 qui arrivaient, il y en avait 2. Ils étaient contents, ils en avaient marre. Ils protégeaient Charras. Je ne sais pas si vous voyez. Mais vous vous souvenez de qui était Charras? Vous vous souvenez, vous, qui était Charras? Il avait des bretelles et puis un gros cigare. Il avait été ministre de Mitterrand. Non, vous voyez pas. Cherchez Charras. donc des anciens ministres, donc plus personne. Quoique, on aurait souvent le droit de leur en vouloir, mais pas au point de leur attenter à leur vie. Mais bon. Donc, le jour au lendemain, Et là, je me suis trouvé un peu démuni parce que j'avais pas trop l'habitude. En plus, je me retrouvais muté à Lille. Juge d'affaires familiales, bon, enfin, ça a commencé à faire beaucoup. Ma famille qui restait, bon, bref. Et là, pour le coup, évidemment, j'ai eu 2 personnes de l'État islamique qui préparaient un attentat contre moi. Donc, heureusement, la DGSI avait capté sur Telegram des échanges entre Rachid Kassim, qui avait remplacé Abaoud, et puis ces 2-là. Donc, on purgeait le truc, les ont chopés, donc ils ont vu, ils avaient des photos. Moi, ils cherchaient mon domicile à Lille, etc. Bon. Et là, incroyable. Je me dis, c'est bon, on va me remettre ma protec, mais même pas. C'est-à-dire que le moindre sous-secrétaire d'État qui aurait eu un contrat de l'État islamique sur lui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a un vrai problème, la justice, avec l'État français. Il ne supporte pas, et c'est réciproque par rapport à la façon dont il se comporte. Et donc, résultat, dès qu'ils peuvent nous emmerder, ils nous emmerdent. Mais voilà. Donc, moi, j'ai quand même... ça a été un tout petit peu chaud. Et là, j'ai vu l'intérêt qu'il y avait Bon. En dehors de ça, vous ne pensez pas dans le boulot quotidien à l'antiterrorisme, vous
vivez au rythme de vos dossiers, de vos voyages, voilà, des choses à résoudre. Vous ne pensez pas à la sécurité trop. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Hein, mais moi, c'est un peu différent parce que moi, j'avais des collègues aussi, et c'est le cas aujourd'hui. Les juges d'instruction antiterroristes, personne ne connaît leur nom ni leur visage. De toute façon, c'est un peu à la mode. Il y avait même dans la période récente, il y avait pas mal de magistrats antiterroristes qui voulaient carrément qu'on ne mette pas leur nom sur les PV comme les policiers de la DGSI. Il n'y a plus leur nom, il y a un matricule. Je dis, mais un juge, on doit connaître, bien sûr, le gars en face, d'abord, il voit son visage, et puis il doit connaître son... Enfin, je veux dire, on ne juge pas, on va faire quoi? Qu'est-ce que l'on bientôt? On va mettre... Non, mais il faut faire attention à ça, quand même. Hein. Et rendre invisibles les juges, c'est la meilleure façon qu'il n'ait aucun pouvoir, croyez-moi. Parce que moi, c'est parce que j'étais médiatisé, que j'allais dans les médias, que j'ai pu imposer de pouvoir aller justement au Rwanda, de pouvoir aller en Algérie, des choses comme ça. Sinon, c'était même pas la peine d'y penser. Je mettais un poids, je disais, quand j'avais plus d'enquêteurs, donc Karachi, pendant 1 an et demi, j'ai plus eu aucun enquêteur. À un moment donné, j'ai dit à Scorsini, écoute, je vais faire le journal de 20 heures, n'importe lequel, t'inquiète pas. Et puis je vais expliquer, voilà, dans cet attentat où il y a eu plein de Français tués, la France ne me donne pas un seul enquêteur. Donc vous préférez quoi? Évidemment, ils m'ont remis des enquêteurs. Mais ça, c'est parce qu'ils savaient, quand je disais je vais aller faire le journal de 20 heures, que je pouvais aller faire le journal de 20 heures. Un juge qui est inconnu, ni visage, il n'a aucun poids. Et là, il ne va pas pouvoir traiter ses dossiers, il va être à la merci de l'État français, et la séparation de pouvoir, c'est néant, dans ce cas de figure. Donc voilà, mais du coup, en se médiatisant, on prend plus de risques de sécurité, par définition. C'est toujours un peu voilà, une balance à faire. Bonjour monsieur, alors merci pour votre conférence qui était très intéressante. Alors moi je voudrais revenir sur les procès du coup des attentats du 13 novembre qui ont lieu récemment. Et dans ces procès, il y a de nombreuses personnes qui ont été appelées à la barre, vous compris, et notamment François Hollande, l'ancien président de la République, qui a déclaré que ils avaient fait tout ce qu'ils avaient pu pour éviter les attentats. Alors, est-ce que c'est un mensonge de l'ancien président? Et est-ce que l'ancienne administration, du coup, se défend de son inaction et du coup, voilà. Il est vrai, il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'ils sont arrivés en 2012, en ce qui les concerne. Ils ont vu l'exode à partir de 2013 de plein de Français, enfin tout ce qui s'est passé qui était un peu inattendu dans l'ampleur en Europe, de tous ceux qui sont partis rejoindre fin 2013-2014 l'État islamique. Ils risquaient pas comme ça en 2 ans de monter les effectifs suffisamment pour y arriver. Donc effectivement, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Enfin, on a fait, parce que c'est pas eux qui bossaient sur ça, avec les moyens du bord, qui avaient beaucoup baissé, parce qu'il y avait eu une baisse des effectifs de façon très claire. Mais globalement, c'est limiter son rôle à je suis François Hollande à telle période, et donc non. La France, sur des années, croyez-moi, en tout cas moi, dans l'antiterrorisme depuis 2000, je peux vous le dire, qu'on n'a rien fait, donc c'était parfois la gauche, parfois la droite, sur très très longue période. Il ne s'agit pas juste de parler 2012, 2013, 2014. Maintenant, il y a quelque chose d'un peu cynique dans le fonctionnement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, je vous ai dit, moi je le savais, mais tout le monde le savait. On savait qu'on allait avoir des attentats très lourds, au point où on en était. Ils l'ont pris comme acquis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé la réponse au 13 novembre. Et la réponse au 13 novembre, c'était préparer l'utilisation de l'état d'urgence, concrètement. Parce que vous croyez qu'en 2 jours, ça leur avait jamais à l'esprit, c'était préparé avant. Et l'idée générale, c'est qu'on ne va pas pouvoir empêcher des attentats très lourds. Donc, aujourd'hui, avant les attentats, ce n'est pas politiquement vendable de dire aux Français, on va faire un état d'urgence vraiment préventif pour le coup avant, parce que les mesures administratives exceptionnelles, si ça n'a pas fait boum, personne ne va l'accepter. Donc, on va garder ça et on va le faire juste quand on aura été touché. C'est réaliste, mais c'est cynique aussi. Ça veut dire on ne peut pas éviter les attentats, on le sait, et on prévoit déjà qu'on va faire un régime d'exception derrière.
Voilà, donc mais oui, personne voulait le 13 novembre, ça c'est sûr. Mais moi je dis que c'est quand même quelque chose qui est devenu impossible à empêcher voilà, dans la période récente. Mais non, ça aurait pu être empêché si on avait vraiment fait la guerre avant. Ça, c'est un autre souci. On sait que la France a voulu le faire contre Bachar à une époque où peut-être, si ça avait eu lieu, si le régime de Bachar était tombé, peut-être que ce qui restait de franges ASL, des gens qui ne sont pas trop radicaux, aurait pu l'emporter sur les groupes islamistes. Hein. Tout ça, c'était un jeu. C'est un jeu d'influence. La Turquie a fait le jeu de l'État islamique aussi. Donc il y a plein de gens qui ont trouvé leur avantage à faire grossir ce groupe terroriste. Ce que je sais, c'est que globalement, la France a essayé de faire quelque chose, mais que puisque vous êtes à Sciences Po, vous devez vous rendre compte d'une chose. Comment est-ce possible, après ce qui s'est passé pour Al-Qaïda, parce que Al-Qaïda, moi j'étais en poste, je peux vous assurer qu'on était estomaqué qu'il y ait des camps d'entraînement à ciel ouvert en zone pakistano-afghane, à ciel ouvert, et qu'il ne se passe rien. Et que ça nous donne le 11 septembre 2001, et là, il se passe quelque chose. Mais des camps d'entraînement, avec 25 000 personnes qui passaient là-dedans et qui s'entraînaient, personne ne tapait de bombarder les camps d'entraînement. Hein. Étonnant quand même. Eh bien, ce méga groupe terroriste qu'on a laissé monter Al-Qaïda a fini par 11 septembre 2001. Et qu'est-ce qui se passe avec l'État islamique? La redite. Un groupuscule qui devient hyper puissant, qui prend des territoires, qui tue la concurrence. On a laissé pendant cette période-là se constituer un méga groupe terroriste devant nos yeux. Et donc, nécessairement, comme Al-Qaïda avec le 11 septembre 2001, il s'est passé ce qui s'est passé, des méga attentats derrière. C'est exactement une redite. Donc, c'est facile de prévoir, parce que de toute façon, on réécrit exactement la même histoire. Donc la France toute seule avait du mal à pouvoir se lancer dans quelque chose d'efficace là-bas. Les Russes ont soutenu Bachar el-Assad, l'Iran aussi. Donc, enfin, bon, c'était bloqué pour faire une intervention qui était la seule qui aurait pu éviter la montée en puissance. Bachar el-Assad a joué immédiatement la carte de l'islamisme. Il a libéré de prison tous les pires salafistes qu'il avait en prison, parce qu'il s'est dit, moi, il faut qu'il y ait pire que moi, que l'Occident soit entre la peste et le choléra. Quand ils auront compris que quand je les aurais mis dans cette position, si c'est pas Bachar el-Assad, le régime syrien, c'est l'État islamique, eh ben ils choisiront moi. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas la première fois que ce genre de calcul se fait. Donc c'est devenu très compliqué. C'est un problème géostratégique global, et c'est pas que la France. On ne lutte pas contre l'État islamique, que les Français, ça c'est sûr. Donc c'est pas la faute de Hollande. Voilà. Même si je ne comprends pas pourquoi on monte de 20 points dans les sondages dès qu'on se prend un attentat. Je ne comprends pas pourquoi un président, sous prétexte qui dit mais non, ça va être dur, en état d'urgence, alors qu'on vient de se prendre une grosse raclée. Je ne sais pas pourquoi les Français, tout d'un coup, lui disent ah ouais, c'est bien, il y a un chef de guerre. J'ai pensé avec Bush, avec son blouson d'aviateur sur les ruines du World Trade Center. J'ai essayé de monter dans les sondages aussi. Ça, je vous laisse savoir pourquoi ça se passe comme ça. Bonsoir monsieur. Bonsoir. À la lumière de ce que vous venez de dire des relations entre la justice et l'État français, comment vous avez vu l'arrivée du magistrat administratif en matière de lutte antiterroriste, d'une part, et aussi comment on travaille quand on est juge d'instruction au parquet antiterroriste avec les services de renseignement français? Merci. Ah ben, donc, alors d'abord, les mesures administratives, je suis radicalement contre, hein, sauf évidemment très ponctuelles sur une situation d'urgence, mais ça fonctionne une semaine et puis pas beaucoup plus. Pourquoi je suis contre les mesures administratives? Parce qu'elles sont sans fin, elles sont sans efficacité surtout. Juste pour dire une chose, si quelqu'un est radicalisé et qui n'a pas rejoint l'État islamique, qu'il a préféré rester, donc ça veut dire qu'il était à la frange, là, il hésitait. Vous croyez que c'est parce que vous faites une perquise administrative et que vous l'assignez à résidence 6 mois qu'il va être moins radicalisé? Franchement. Au contraire, il va tout de suite basculer parce qu'on lui a dit, on a essayé de lui vendre, l'État islamique lui a vendu, on est islamophobe, viens nous rejoindre, tu vas voir comment on traite les musulmans. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas rejoindre l'État islamique et puis il est dans la liste des mecs on pète la porte et qu'on fout en assignation à résidence. Le risque de basculement est très fort puisqu'on lui donne raison finalement. Donc, c'est des calculs absurdes. Ça, c'est la première chose. D'autre part, juge administratif, moi, j'aimerais qu'il n'existe pas. Non, mais clairement, je parlais de réforme de la justice.
Mais regardez le monde, il n'y a pas 2 ordres de juridiction. Hein, vous allez aux États-Unis, il n'y a que le pouvoir judiciaire et basta, il n'y a pas de juridiction administrative. Là, c'est un système que la France a trouvé il y a très longtemps pour qu'il ne puisse pas y avoir de pouvoir judiciaire et de séparation des pouvoirs. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a aucune utilité à avoir une juridiction administrative. En fait, un seul ordre juridictionnel en France, avec des spécialisations, de droit public et autres, il y a des spécialisations en tout, c'est pas gênant, mais le même corps. Voilà, au moins ça évitera d'avoir des juges administratifs qui sont sortis des mêmes bancs, qui ont été directeurs de cabinet tel ou tel ministre, telle entreprise, etc. Il ne faut pas déconner quand même. Et donc, si on veut une vraie réforme de la justice, on fait un seul ordre juridictionnel. Vous verrez déjà, on peut supprimer le tribunal des conflits, il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus qu'un ordre. On fait des économies, flap. Et je vais donner l'exemple de ce qui se passe en Angleterre, qui m'avait beaucoup, aux États-Unis, mais de façon un peu caricaturale, de double emploi. Bon, le droit des étrangers, c'est un maquis. Hein. Vous avez vu, les juridictions administratives ont réussi à se débarrasser petit à petit de tout ce qui était emmerdant, c'est-à-dire les permanences. C'est-à-dire aller bosser samedi et le dimanche pour la rétention administrative d'un étranger. Ça les emmerdait, donc ils nous l'ont donné. Ils gardent des petits trucs. Et regardez l'état d'urgence. Alors, l'état d'urgence, au bout d'1 an, le Conseil d'État a dit que « Ah bah monsieur, c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup d'éléments pour vous assigner à résidence et péter la porte à 4h du matin de chez vous, mais désolé, c'est fait. » Hein, donc, c'est très pratique un système de contrôle a posteriori dans ce genre de cas de figure plutôt que d'autorisation préalable. Mais c'est ridicule, surtout. En même temps que les juridictions administratives devaient contrôler si les gens, tout l'état d'urgence, par contre, le juge judiciaire, oui, pour une visite domiciliaire du fisc, il faut l'autorisation du juge judiciaire. Autrement dit, plus c'est grave, moins il y a besoin de juge, de juge judiciaire dans cette théorie. C'est très, très problématique. Donc déjà, voilà, je ne vois pas l'utilité du tout. Le problème serait résolu de ces espèces de contradictions. Et les services de renseignement, je vous l'ai dit, l'antiterrorisme, on fait de la prévention comme eux. Donc notre problème, nous, simplement, c'est de basculer le renseignement en judiciaire. C'est judiciarisation du renseignement. Ça a toujours été le problème fondamental. Très concrètement, services de renseignement surveillent des gens en renseignement. Il n'y a pas encore d'enquête. Ils ont aujourd'hui, avec la loi sur le renseignement de 2015, des pouvoirs qu'ils n'avaient pas légalement, notamment de sonoriser les appartements. Ils vont donc capter des conversations. Ils vont capter la conversation, et là, ils vont se rendre compte que oui, ça prépare des attentats. Donc, ils vont vite aller voir le procureur pour qu'il ouvre une information, pour qu'on continue, qu'on fasse la sonorisation, mais en judiciaire. Parce qu'on ne peut pas se servir des preuves, on ne peut pas basculer les écoutes et les sonorisations administratives dans un dossier judiciaire. On peut juste avoir un PV. D'après nos informations, il semblerait que... Voilà. Donc, bon. Et le problème, c'est le dépérissement des preuves. Et ça, je l'ai vécu comme juge d'instruction. C'est-à-dire que la phase administrative, si elle dure trop longtemps, eh ben, on perd plein de preuves. Et après, on va voir le juge, et puis il met les mêmes écoutes et tout, mais c'est trop tard. Il ne va pas y avoir la deuxième réunion conspirative ou le truc, donc on a paumé Donc c'est très embêtant, il faut faire très attention. Il faut aller assez vite au judiciaire pour qu'on ait des vraies preuves pour arrêter les gens. Parce que le renseignement administratif, les services de renseignement, ce n'est pas des preuves judiciaires. On ne va pas arrêter des gens avec un PV qui nous dit, selon nos informations, même pas sourcées, classifiées, monsieur Intel se préparerait à ceci, cela. Voilà, c'est un vrai problème, un vrai souci. Et on l'a vu avec Mera. Hein. Bon, ils n'avaient pas judiciarisé assez vite leur truc. Et puis dès qu'il y a eu Mera, ils sont revenus avec tous leurs sacs là, pour judiciariser en urgence plein de cas similaires. Mais c'est un vrai souci. On va prendre une dernière question. Bonjour, monsieur Trévidic, merci pour votre conférence. Moi, j'avais une question sur les frères musulmans. De nombreuses personnes et services de sécurité alertent sur le danger qu'ils représentent avec leur entrisme au sein des institutions européennes. Alors, que pensez-vous de cette menace? Bon, alors effectivement, c'est ce qu'a pas mal traité Mohamed Sifawi. On a 2 façons d'arriver à ces fins. Hein. C'est pas nouveau. Hein. La voie politique ou la voie armée. Ça a été théorisé très clairement, et c'est le différentiel entre frères musulmans et salafistes djihadistes. Il y a ceux qui disent non, mais nous, on ne va pas faire le jeu démocratique,
puisque c'est impie la démocratie. Donc, c'est même pas question d'en parler. Moi, je prends ma calache et je vais régler le problème. Ça, c'est salafiste djihadiste. Les frères musulmans plus intelligemment ont dit mais tu rigoles, à chaque fois ça a tourné voilà, un autre boudin, on n'est pas assez fort pour ça. Donc il faut faire de l'entrisme, il faut parfois même prendre le pouvoir par la voie démocratique pour après pouvoir imposer la charia. Les deux, salafistes djihadistes ou les frères musulmans, veulent imposer la charia de toute façon. Mais il y en a un qui dit on a le temps, hein, selon l'expression bédouine. Je l'ai oublié. Ça va me revenir. Hein. Oui, vous avez l'heure, mais nous avons le temps. C'est-à-dire que vous avez la technologie, vous avez etc., mais nous, on a le temps. Bon, donc ça, c'est plutôt les frères musulmans et qui vont effectivement aussi essayer de faire du social, essayer de se faire bien voir la société, de propager leurs idées, etc. Mais on en revient finalement à exactement une notion presque religieuse hein, pour le coup. Hein. C'est-à-dire, il y a le prosélytisme et le combat, il y a le Coran et il y a la Kalash. Et donc, c'est les deux voies. Et parfois, ils s'accordent, ils comprennent, etc. Mais en Tunisie notamment, ça a été des débats très durs entre eux. Entre ceux qui estimaient qu'il fallait faire la voie politique Ennahda et puis les salafistes djihadistes. Hein, ils sont beaucoup combattus. Ennahda a quand même gagné son pari à un moment donné. Ils sont arrivés, ils ont été élus. Hein, et ils ont dit, c'est bien, mais alors déjà, on va changer le statut de la femme. Voilà. Bon, ça a mis quand même le feu aux poudres là-bas. Et ils ont fini par perdre le pouvoir. Ça a été vrai aussi, il ne faut pas l'oublier, Morsi en Égypte. Donc, il y a des expériences comme ça de tentatives par la voie politique. Et le fils en Algérie. Le fils en Algérie qui est devenu l'ennemi juré des GIA après. Et d'ailleurs, les GIA, on parle de la campagne de 95, la première chose qu'ils font, ils tuent l'imam Sahraoui, qui est quelqu'un du fils, hein, avant même l'attentat de Saint-Michel du 25 juillet. Donc, c'est toujours la même histoire. C'est vraiment deux visions différentes. Et c'est vrai que les jeunes sont des gens impatients. C'est dommage parce qu'ils ont le temps, eux. Les vieux, moins. Mais bon, du coup, ils sont impatients. Et donc, tous les mouvements qui sont un peu trop politiques, un peu lents, ou même du prosélytisme, comme le tablier, on tape à la porte, et puis voilà. Les jeunes, voilà, quand on leur propose de l'action, les jeunes, c'est plus payant. Et c'est pour ça que les salafistes djihadistes ont eu tant d'écho. Ils proposaient quelque chose de plus séduisant pour des jeunes qui ont envie d'en découdre, qui ont une certaine haine, qui ne trouvent pas leur place. Ils leur proposent quelque chose qui est plus actif. Mais sinon, de façon évidente, pour ce qui est de diffuser le salafisme, la voix des frères musulmans est beaucoup plus efficace. On peut beaucoup plus craindre de ça, des frères musulmans, que les salafistes djihadistes. Clairement. Simplement pour la propagation des idées extrémistes. Hein. Donc le danger est beaucoup plus des frères musulmans pour moi que les salafistes djihadistes. Mais les salafistes djihadistes, une bombe, ça fait plus de bruit, effectivement, comme ça, à un moment T. Merci beaucoup, Monsieur Trévidic, d'avoir été avec nous ce soir. Et merci à vous d'avoir assisté à cette conférence de rencontre. Merci beaucoup à tous.